Bonjour Patrick, Bonjour Ambre, je suis bonjour à tout le monde. très honorée de vous interviewer aujourd'hui pour parler de votre dernier livre, celui-ci qu'on mettra bien en avant tout au long de cette vidéo, qui s'appelle La révolution de la médecine quantique. Alors vous êtes physicien, vraiment un physicien mondialement reconnu, vous êtes auteur de nombreux ouvrages et notamment des best-sellers comme Nous sommes tous immortels, guérison spirituelle et immortalité. Alors ce qui est complètement fascinant chez vous, c'est tous les liens que vous faites entre les découvertes de la physique quantique, qui rassure les cartésiens, et puis tous les ponts avec les médecines ancestrales comme la médecine chamanique, la médecine égyptienne, la médecine tibétaine que vous citez et j'en passe dans votre ouvrage. Donc, en plus des explications scientifiques que vous mettez en avant, issues de toutes vos recherches, vos nombreuses années de recherche, vous vous livrez personnellement dans ce livre en confiant au lecteur vos nombreuses rencontres avec des personnalités tout à fait fascinantes comme vous. Je pense au voyage de groupe que vous avez co-animé avec votre épouse et puis votre expérience notamment de vie antérieure que vous êtes allé chercher aussi à travers vos voyages. Alors, d'où vous est venu ce goût pour explorer les médecines du monde comme ça et vous amuser à faire des ponts aujourd'hui avec la médecine quantique? Oh, vous savez, je crois que ma vie, c'est une succession d'aventures. En fait, je préparais ma licence de sciences en 1969 à l'ancienne faculté des sciences de Nancy. Et à l'époque, il y a eu un livre qui était sorti, qui s'appelait Enterre mon cœur, Bury My Heart. Et Bury My Heart, en fait, raconte la tragédie que les Indiens d'Amérique, les Amérindiens, mais on ne les appelait pas comme ça à l'époque, avaient traversé. Et c'est vrai que ça a été le premier livre de réhabilitation de l'Amérique indienne. Vous savez, à l'époque, c'était le méchant Indien qui attaque la diligence, qui ceci, qui cela. Mais en fait, ça a été un génocide. Et donc, cet historien, Dee Brown, lui, dit exactement ce qui s'est passé, peuple par peuple. Et à l'époque, on avait des copines qui étaient en fac de lettres. Et donc, on se rencontrait, si vous voulez, pour disserter et pour réfléchir sur, si vous voulez, ce peuple qui, en fait, avait été ignoré. Et après ma licence, je préparais une maîtrise, et l'un de mes professeurs, que j'aimais beaucoup, me dit mais parce que voilà, j'étais un étudiant, voilà, j'ai adoré la physique, je suis tombé dedans, et c'est quelque chose qui me parlait sans arrêt. Et il me dit, tu sais, tu devrais continuer, parce que je lui parlais des États-Unis, et donc à travers le réseau des professeurs alsaciens qui étaient partis soit avant ou après la guerre aux États-Unis. J'ai fait une équivalence avec une université qui, disons-le, qui est prestigieuse, qui est Bien. Columbia. Ouais. Et, Columbia fait partie d'un réseau des 10 grandes universités américaines qu'on appelle Ivy League. Hmm. Et donc, lorsque je suis arrivé aux États-Unis en 1973, si vous voulez, pour moi, ça a été un choc culturel parce qu'il y avait encore la guerre du Vietnam, l'Amérique était plongée dans le désastre vietnamien, il y avait la fin de la ségrégation raciale, mais la ségrégation, elle existait encore d'une Bien manière sûr. rampante, peut-être moins, si vous voulez, à New York, qui était une ville, on va dire, européanisée. Il y avait un melting pot très important. Et mais si vous voulez, ça a été ce choc culturel. Et donc je demandais, Do you know our Indians? Tu sais où il y a des Indiens? Et les autres me disaient, il y en a plus, il y en a plus. Et un jour, un copain me dit, tu sais, il y a un campement Cherokee dont on m'a parlé, on peut y aller un de ces jours. Alors vous savez, c'est l'Amérique. Je lui dis, is that far away? C'est loin. Il me dit, non, non, c'est juste 500-600 miles. Mais 500-600 miles, ça fait 900 Ah kilomètres. ouais. Donc, À si côté, vous quoi. voulez. Et nous voilà donc partis à quatre. Et en fait, on est tombé dans une cérémonie qui s'appelle le Trail of Tears, le chemin de larmes. D'accord. C'est-à-dire que tous les ans ou tous les 4 ans,
il célèbre la tragédie que les Cherokees ont vécue en 1838. Mais moi, j'avais une passion aussi pour l'histoire, hein. Donc, si vous voulez, j'ai dit après, hein, j'aurais aimé devenir ou anthropologue ou historien, mais la physique, elle m'a permis de comprendre différents aspects du monde actuel. Et c'est vrai que quand je suis arrivé dans cette cérémonie, ça a été un autre choc culturel avec des gens qui pensaient différemment, qui réfléchissaient différemment. Bien sûr. Mais si vous voulez, bon, c'est une histoire en soi, hein, ce qui est arrivé. Mais vous savez, la logique quantique, hein, c'est quelque chose de particulier. On parle du probabilisme quantique, c'est-à-dire que au lieu de la physique classique, elle va dire, elle est déterministe, hein. Elle va chercher à prouver là où en physique quantique, On il va est dire, possible. c'est comme ça, parce que ça a été démontré. En physique quantique, malgré un formalisme mathématique très important, on va dire why not? Pourquoi pas? Ouais. Donc on entre, si vous voulez, dans des possibles qui sont nouveaux. Alors je pense aussi que mon esprit qui a été forgé dans cet aspect du probabilisme quantique m'a permis, si vous voulez, peut-être de mieux comprendre des gens qui pensaient, qui réfléchissaient différemment. Bien sûr. Et ça a été une vérité au fur et à mesure des rencontres que j'ai faites. Alors, vous en parlez des rencontres, je vais rebondir. Vous parlez notamment, vous rendez hommage en quelque sorte au docteur, alors pardonnez si je prononce mal son nom, Donden, l'ancien médecin du Oui, Dalai Lama, c'est ça? oui, je l'ai fait venir en France en 1993 et 94, et c'est vrai que le docteur Yeshi Donden, hein, pour parler très rapidement de lui, Ouais, il a fui avec sa sainteté en 1959, hein. Et donc il a été l'un des 3 ou 4 médecins du Dalai Lama. Et en 1987, il a fondé le centre de médecine tibétaine, donc de Dharamsala, où je me suis rendu un certain nombre de fois. Mais Yeshi Donden, c'était une icône de la médecine tibétaine. Il a soigné et guéri littéralement des milliers, si c'est pas plus, de patients qui se sont traînés jusqu'à la Ramsala. Et il a été réputé pour ses guérisons sur le cancer. Donc, quand j'avais organisé cette rencontre, on va dire interculturelle en France, on était à peu près 150 en Sologne, mais il y avait une soixantaine de médecins. Et incroyable. donc, si vous voulez, il a montré comment faire des diagnostics à partir, il flaire les aisselles, il prend les poux tibétains qui, si vous voulez, qui font partie des poux chinois. Tout à fait. La pulsologie tibétaine, elle vous permet de prendre la mesure de 6 poux. Voyez, et D'accord. donc c'est quelque chose qui prend du temps, mais voilà. Et donc pour moi, ça a aussi été, si vous voulez, enfin en gros, si vous voulez, euh, la pensée occidentale sait beaucoup de choses, mais elle ne sait pas tout. Mais bien sûr. Et c'est vrai que le pouls dont vous parlez, c'est des choses qu'on étudie, qu'on survole, hein, géré en kinésiologie. C'est évidemment des fondements qu'on trouve en médecine chinoise. De plus en plus d'éthiothérapeutes se forment également à cette lecture-là. Mais alors vous, c'était quoi votre objectif? Puisque à la base, vous êtes physicien, d'amener justement des personnalités aussi incroyables que cet homme-là en France, c'était quoi votre objectif? Apprendre à soigner, montrer qu'il y a d'autres façons de soigner, d'autres façons de lire des maladies? Bah, écoutez, je vais vous répondre d'une manière bizarre, j'en sais rien. D'accord, c'est J'en sais rien. honnête. Mais, mais mes Mais vous amis, avez pris du plaisir. me disent, mais qu'est-ce que tu cherches? Je dis, j'en sais rien, mais j'ai besoin de comprendre quelles sont les structures socio-culturelles planétaires. J'ai besoin de comprendre le monde dans lequel je vis. Donc, je peux pas dire que je suis thérapeute, je peux pas dire que je suis guérisseur, je peux pas dire, si je peux dire que je suis Je physicien, crois, hein, et pourtant, j'allais dire, hein, ouais. mais c'est vrai que j'ai 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 étudié, par exemple, je voulais devenir astronome. À l'époque, on parlait pas d'astrophysique, donc j'ai étudié, j'ai un certificat d'astronomie qu'on appelle Astro 1 dans ma maîtrise, et puis ensuite le 3e cycle. Mais par exemple, hein, pour la petite anecdote, il y a une vingtaine d'années, j'étais
invité à un congrès à Clermont-Ferrand qui s'appelait Terre vivante. Ouais. Et donc, l'homme qui faisait l'ouverture de ce congrès, c'était pas n'importe qui, c'était Hubert Reeves. Mais Hubert, il a eu un souci, il avait une angine. Donc, les organisateurs m'ont dit, il y a que vous qui pouvez remplacer Hubert Reeves. J'ai dit, mais vous vous rendez compte? Vous Ah me ouais. demandez à moi de remplacer une sommité comme Hubert Reeves, et moi, le lendemain, le dimanche, je parlais déjà de thérapie vibratoire. Et donc, j'ai remplacé Hubert Reeves le samedi à l'ouverture du congrès. Magnifique. J'ai parlé, en fait, de la dimension stellaire dans laquelle nous vivons. Vous savez, nous sommes, d'une certaine manière, nous sommes infiniment grands, mais d'une certaine manière aussi, nous sommes des aveugles plongés dans la nuit suprahumaine. Beaucoup de choses ont été rejetées, beaucoup de choses ont été oubliées. Vous comprenez, quand vous parlez avec un aborigène australien, c'est un martien, il ne fonctionne pas comme nous. Tinia, qui est le pagé, le chef cérémoniel d'une tribu amazonienne qui s'appelle les Fulnio. Fulnio veut dire les Indiens de la rivière, D'accord. parce qu'ils vivent le long d'un bras de l'Amazone. Et Tinia veut dire étoile. Mais Tinia ne fonctionne pas comme nous. Donc, ce sont les Tahitiens, parce que j'ai été invité un certain nombre de fois à Tahiti, donc je suis rentré dans les cercles cérémoniels tahitiens à travers un homme qui s'appelait Ueda Salmon, qui est un descendant direct de l'ancienne royauté tahitienne. Alors là aussi, c'est une histoire en soi, mais c'est lui qui me disait, si tu rencontres des traditionnels, n'arrive pas avec ta pensée occidentale et n'arrive pas avec tes livres. Il faut Bien que tu sûr. arrives vide. Mm. Et il faut que tu arrives à regarder les yeux à travers le monde, pardon, à travers leurs yeux Ouais. et pas à travers le tien. Mais c'est pas évident Non, parce qu'on est c'est formaté. exténuer un petit peu de l'ego. Et c'est vrai que pour avoir vécu avec mon mari pendant des années en Équateur et participé à toutes ces cérémonies d'ayahuasca Vous savez ce que je veux dire. avec des autochtones, bah, effectivement, quand ils ont eu la lecture de leur monde dans l'ayahuasca, on a l'impression de ne pas vivre dans le même et c'est tout à fait fascinant. Exactement, exactement. Alors, si vous voulez, je vois que c'est pas uniquement une question d'ego, hein, l'ego à avoir là-dedans. Non, quand je parle d'ego, c'est sur cette partie qui a raison, en fait. Il n'y a plus de lutte d'ego à avoir quand, Non, c'est une question de structure neuronale. Il y a un modèle hein, que j'ai enseigné à HEC pendant plusieurs années, qui est la dynamique spirale, Spiral Dynamics. Si vous voulez, ce sont les travaux d'un spécialiste de l'écologie des populations planétaires. Donc, c'est un éco-psychosociologue. Voilà. Et Graves est décédé dans les années 80, mais il a laissé un héritage. C'était un prof de fac, hein, c'était un universitaire, mais il a créé un modèle qui a fait fureur dans le monde des affaires et qui le fait encore aujourd'hui. Hmm. C'est-à-dire qu'il a étudié les structures des populations sur une période de 100 000 ans. Et donc, il a démontré qu'il y avait des systèmes de valeurs à l'intérieur de chaque période au fur et à mesure de l'évolution des structures planétaires. Donc, ils ont aussi donné des couleurs. Beige, c'était il y a 100 000 ans. Mauve, c'était il y a 50 000 ans. C'était le début de ce qu'on va appeler plus tard le chamanisme planétaire. Ensuite, il y a le code rouge, c'est le début si vous voulez, du barbare, c'est le début du conquérant. Ensuite, il y a le code bleu, hein, donc on arrive vers moins 5000. Ce Hmm. sont les religions du livre, ce sont les structures étatiques hein, que l'on trouve encore aujourd'hui, et ainsi de suite. Donc j'ai aussi compris, enfin si vous voulez, Graves a démontré que des structures qui ont existé il y a des milliers d'années étaient encore actives dans un grand nombre de personnes aujourd'hui. Mais c'est Donc, si vous spirale voulez, qui revient dans ces couleurs ou ça évolue? alors, si vous voulez, la spirale en elle-même, c'est une intelligence évolutive. Oui, Donc, nous sommes actuellement, depuis les années 80, dans le code turquoise. d'accord. Turquoise, c'est vraiment une vision multidimensionnelle et de l'être humain et de l'univers. Donc, vous allez avoir
des scientifiques bleus, c'est-à-dire c'est comme ça et c'est pas autrement, des scientifiques oranges qui sont structurés sur les accomplissements de la science à partir du XVIIe siècle. Ok. Vous allez avoir un saut quantique à partir de vert qui va vers jaune. Et jaune, si vous voulez, jaune et turquoise, eh bien, ce sont des structures de pensée qui sont fondamentalement nécessaires dans le monde d'aujourd'hui. Et oui, Pourquoi? ça Pourquoi? rejoint. Parce que Graves a essayé de démontrer que les structures sociétales planétaires évoluaient à leur propre rythme. C'était une intelligence en elle-même, ou en elle-même au pluriel. Et D'accord. donc, ce qu'il a essayé de démontrer, c'est que pour la première fois de l'histoire, le monde évoluait d'une manière plus rapide que nos structures neuronales. D'accord. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en face d'une problématique et vous dites je sais pas quoi faire, ça veut dire que la problématique peut être très simple, c'est le changement de la voiture, c'est repeindre la cuisine, ou alors des choses, si vous voulez, beaucoup plus importantes, comme par exemple les problèmes climatiques actuels, ou par exemple l'histoire de la Covid. Vous voyez, Et là, du coup, l'idée, c'est de comprendre qu'on est relié à une force beaucoup plus puissante que nous, et c'est de se laisser porter mais pour c'est avoir la tout, solution de plus haut sans la chercher dans la limite de notre mental. mais ça, Ambre, c'est exactement ce qu'on appelle l'intelligence de l'univers. Les astrophysiciens disent l'univers, c'est un système élégant. Wow, c'est joli. D'accord, c'est passionnant. J'ai envie de rebondir du coup, Patrick, sur quelques exemples que vous citez dans votre livre qui paraissent être, alors étymologiquement, le miracle, c'est vrai qu'on l'a un peu galvaudé, déformé dans le langage humain, j'ai envie de dire, et pourtant c'est des choses qui nous semblent de plus en plus possible avec le monde quantique. Hein, j'ai envie de dire ça comme ça. Je pense notamment à la personne que vous avez citée dans votre livre avec l'histoire du fibrome. Alors moi, ça m'a particulièrement parlé, puisque moi-même, en fait, j'ai eu un très gros fibrome qui m'a posé, vous parliez de doute, des fois je sais pas quoi faire. Est-ce que je l'enlève? Est-ce que je le garde? J'ai été interroger la médecine, je dirais conventionnelle, qui me conseillait d'un côté en France de l'enlever, en Équateur, il me disait non, peut-être que vous pouvez quand même avoir un bébé si vous gardez le fibrome parce qu'il prendrait la place. Et alors moi, j'étais comment je fais? Alors je m'en suis beaucoup remis aux mains de la médecine chamanique. Et pour autant, le fibrome, j'ai pas réussi à le faire partir. Et c'est ce que vous dites un petit peu. Bon, il a fallu que je passe par l'opération plus conventionnelle et ça m'a permis de toute façon d'avoir mon bébé au bout, mon miracle, comme je dis. C'était ça le plus important. Mais du coup, c'est un petit peu ce que vous expliquez que la guérison, elle n'est pas forcément à tous les coups, que c'est pas une science exacte. Moi, en tant que thérapeute aujourd'hui, je parle souvent de l'intention positive du symptôme. Donc forcément, ça m'a permis d'aller explorer des choses que j'avais pas explorées. J'aimerais bien votre avis sur la question. Alors, si vous voulez, dans les années 80, quand j'ai commencé à m'intéresser, on va dire, à la partie subtile de l'être humain, je disais, parce qu'il y a eu des résultats dès le début. Alors, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait exactement? Alors, on me disait, oh, j'aimerais bien faire des miracles et j'aimerais bien ne pas en faire un ou deux, mais j'aimerais en faire plein. Mmh. Alors, parce que si j'arrive à en faire plusieurs, peut-être je pourrais comprendre comment faire ça et je pourrais l'enseigner à d'autres. Ça a été vraiment, je crois profondément au partage. Je crois, et ça, ce sont les peuples traditionnels qui me l'ont appris. Vous voyez, parce que bon, pour revenir à New York, quand je suis revenu aux États-Unis après mes études, j'ai fait partie d'un cercle culturel amérindien à Manhattan, et donc j'ai rencontré mon premier enseignant qui était un Apache qui s'appelait Jamaké. Et il y en a eu d'autres. Il y a eu Wallace Black Elk et puis Len Deer, cerf boiteux, qui étaient des légendes du peuple Lakota. Ils sont tous partis maintenant parce que c'était déjà des gens âgés, mais c'est des gens qui fonctionnaient, si vous voulez. Par exemple, j'ai été le traducteur de Wallace parce que j'ai fait venir en France, mais Wallace pensait en Lakota avant de parler en anglais. Et donc, vous aviez l'Amérique d'avant l'arrivée des Blancs, c'est-à-dire que vous aviez les premiers Américains.
Maintenant, si vous voulez, c'est cet aspect qui me dit, mais est-ce que c'est explicable, c'est des disparitions? Vous savez, il y a des cas que j'ai pas donné dans le J'imagine. livre, mais je vais vous en donner un que j'ai pas écrit. C'est dans un séminaire, encore, il y a trois femmes, la grand-mère, la maman La et petite. la fille. Donc, Ouais. il y a trois générations qui sont là. La fille, elle avait 18-19 ans. Et puis, elle vient me voir, puis elle me dit, est-ce que vous pourriez vous occuper de ma mère? Mais j'avais vu la maman, elle avait un cache-col autour de la tête et elle avait, si vous voulez, la tête un peu penchée. Et moi, j'ai pensé qu'elle avait une minerve, qu'elle avait un problème cervical. Et donc, je dis, ben, tout à l'heure, à la fin du séminaire, et c'était pas le thème de ce séminaire, je vais parler un petit peu de thérapie vibratoire, je vais parler un petit peu de corps d'énergie, juste un quart d'heure. Et donc, je demande à la dame si elle peut enlever son cache-col, et elle avait une grosseur énorme, mais qui était grosse comme mes deux poings. Ah ouais. Donc, si vous voulez, elle avait pas voulu se faire opérer, mais le problème, c'est que ça s'était infiltré. Si vous voulez, la grosseur, il y avait des espèces de radicelles qui s'étaient infiltrées dans les vertèbres et à l'intérieur, si vous voulez, du cartilage. Et donc, l'opération devenait problématique. Moi, je vois ça et je dis, bon, bah, écoutez, voilà, par exemple, ce qu'on fait. On fait une ouverture, soit avec les deux pouces, ou alors, vous voyez, ben, je prends un petit laser et donc je fais une incision, j'écarte, je prends la grosseur, vous voyez, et je la monte comme ça, comme si je la dissolvais. Et puis c'est tout. Donc je dis voilà, je prends de la matière vibratoire, qui est une matière de dissolution, je mets cette espèce de cataplasme, je referme, je couds, vous voyez, et puis on remet un cataplasme de régénération. 3 mois après, la grosseur avait diminué, non, 6 semaines après, la grosseur avait diminué de moitié. Trois mois après, il n'y avait plus rien. Le gendre de cette dame qui avait 80 ans, c'était un ingénieur qui, lui, était un rationnel. Et il dit, je vais rencontrer le type qui a fait ça à ma belle-mère. Donc, j'ai rencontré le gendre, voyez. Alors, le problème, et c'est vrai, ça marche pas à tous les coups, mais il y en a eu. C'est si vous voulez, j'ai vu, puisque j'en parle, et ça a été aussi un choix éditorial de ma part, Bien sûr. du docteur Fritz. Et donc, j'ai vu pendant des années ce que le docteur Fritz était capable de faire et de voir, si vous voulez, à 20 centimètres du corps de quelqu'un, il y a des traces opératoires qui apparaissent. Il y Sans avait qu'il touche la personne au manu, en fait, hein. qui touche la personne, si vous voulez, en fait, c'est exactement la technique des Philippins, Oui, c'est sauf ça. que les Philippins travaillent avec l'hémoglobine, Mmh. c'est-à-dire qu'ils ouvrent, D'accord. mais peu de gens le savent. Mais vous savez, il y a des gens, je sais même pas pourquoi j'ai rencontré ces gens-là, j'ai été très ami, alors ça je le dis dans le livre, avec l'ancien ministre de la Santé du Brésil, qui est le docteur Ronaldo Gazola. Gazola, c'était un chirurgien qui a fait une carrière politique. Et Gazola, il avait une vision spirituelle. Et donc, deux après-midi par mois, il allait opérer gratuitement dans des quartiers pauvres de Rio. Et un jour, il m'emmène dans un hôpital qui s'appelle Frère Louis, donc dans Rio. Hein, c'est pas dans la banlieue ni dans la campagne, c'est dans Rio. Et il y a une aile de cet hôpital qui est un hôpital d'État qui est consacré à la médecine spirit, hein, c'est-à-dire la médecine, si vous voulez, Énergétique, ouais. voilà. Et donc c'est lui qui nous a emmenés, ma femme et moi, donc voir, si vous voulez, comment un médium qui était incorporé par un esprit, on va dire un médecin de l'astral, travaillait sur Mmh. des malades. Mais si vous voulez, c'est stupéfiant. Je Mmh. dis toujours, il faut arrêter de dire que tout ça, c'est des âneries, que c'est de la manipulation. Allez voir. Mais ça Moi, j'ai lu plutôt les travaux de
Vous savez, au Brésil, João D2, hein, qui était très reconnu pour ça également. Et si vous Alors, vous voulez, êtes en train de me dire que finalement, au Brésil, c'est carrément des hôpitaux d'État, ils sont quand même beaucoup plus ouverts sur le sujet. Il n'y a pas cette friction, cette ah, guerre mais de pouvoir. complètement. Alors, je ne sais pas si c'est la terre brésilienne, mais par exemple, j'ai fait, parce qu'on a vécu partiellement au Brésil pendant 7 ans. Hein, j'ai D'accord. 5 de mes livres de traduits au Brésil. Je ne sais pas ce que j'ai fait aux Brésiliens, mais il y a eu toutes ces rencontres. J'ai été aussi très ami avec Gilberto Gil, qui est le Oui, vous en chanteur. parlez aussi dans le livre. Oui, Et incroyable. puis, si vous voulez, c'est aussi l'ancien ministre de la Culture. Mais si vous voulez, j'ai rencontré des gens là-bas qui avaient vraiment une vision spirituelle, y compris par exemple André Trigueiro. Qui est André Trigueiro? Mais c'est le présentateur vedette de Globo. Mais Globo est beaucoup plus important que TF1 parce que ils ont des plateaux de tournage qui sont énormes. Et donc je suis passé 2 fois à la fin des informations du 20h pendant une demi-heure en face d'André Trigueiro. Donc André pour dire voilà, est-ce que alors tu es chaman ou tu es physicien? J'ai dit écoute, je suis je Je suis suis tout. Je suis tout. je sais pas si vous connaissez ou si vous avez entendu parler de Leonardo Boff. Non. Leonardo Boff, c'est un père franciscain D'accord. qui a été torturé du temps du régime des généraux en 1975. Et il a été battu, il a été jeté en prison, et à travers les circuits, si vous voulez, de l'Église catholique de l'époque, parce que beaucoup de l'Église, si vous voulez, sud-américaine, c'était des églises de gauche, hein, donc qui essayaient, si vous voulez, de protéger les pauvres, de protéger les peuples autochtones. Enfin, c'est toute une histoire, hein, c'est l'histoire du Brésil. Et donc, il a été exfiltré. Il est arrivé dans un couvent de frères franciscains ici à Paris, du côté de Saint-Germain. Et puis, mais il a un doctorat. C'est le traducteur de l'œuvre d'un théologien du XIVe siècle, comme par hasard, dont je connais bien les travaux, alors j'ai le nom qui m'échappe maintenant, c'est pas grave, ça va revenir. Et si vous voulez, Leonardo, il a, par exemple, pour le 500e anniversaire de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en octobre 1992, beaucoup d'États ont célébré la découverte de l'Amérique. Et pour les peuples autochtones, ça a été le début de la fin. Vous comprenez? Ça a été le début des massacres, hein. Ça a été le début de la fin des Aztèques, des Oui, Incas. ça dépend toujours de quel côté on se place, hein. Ouais. Donc, de l'Alaska à la Terre de Feu, la Patagonie, il y a eu des manifestations des peuples traditionnels. Et Leonardo, il a fait un sermon sous le Christ du Corcovado devant 50 000 personnes. Et il y a eu un documentaire qui a été tourné sur sa vie et la mienne il y a pas 15-20 ans maintenant. Et donc, à un moment donné, lors du tournage, euh, la journaliste me dit Patrick, comment est-ce que vous vous identifieriez? Alors je dis écoutez, moi je suis un hérétique. Et donc on dit et vous Leonardo, comment vous vous présenteriez? Alors il dit je suis un voleur de poules. Et donc le documentaire s'appelle La rencontre d'un voleur de poules et d'un hérétique. Oh, c'est génial, hein. Je sais pas si on peut le retrouver sur internet et mettre le lien, mais je serais très curieuse de Ouais, moi aussi j'ai cherché, mais je sais pas trop ce qu'il est devenu, hein, mais voilà. Hein. fantastique. Bon, mais si vous voulez simplement pour dire que quand j'ai fait des interventions à Belo Horizonte, Belo Horizonte, ça veut dire horizon merveilleux. C'est une ville de 2 millions d'habitants, mais vous avez des phénomènes d'apparition, vous avez des observations d'ovnis, vous Oui, avez vous avez été très loin dans votre livre, hein, et, effectivement. et Vous donc, voyagez si vous voulez, j'ai dit, parce que mon éditeur, enfin le directeur littéraire de mon éditeur brésilien, partait avec moi dans les tournées. Je lui dis, écoute, Valdemar, je lui dis, mais écoute, j'ai une espèce de perception des choses
que j'ai rarement à ce niveau, quoi. Il me Mmh. dit: «Mais tu sais que tu es sur une gigantesque mine d'améthyste?» Ah, j'ai dit: «Non, je ne savais pas». Mais il dit: «La ville entière de Belo Horizonte, hein, eh bien, est sur une gigantesque mine d'améthyste, et Mmh. donc les vibrations à Belo, eh bien, sont exceptionnelles». Oui, oui, oui. Et Oui, alors, j'imagine qu'il y a une incidence, enfin, je sais pas si c'est le bon mot, l'incidence, mais des conséquences, on va dire, plutôt positives sur la longévité, sur, ce genre de choses, sur la fréquence énergétique qui monte pour les gens qui vivent oui, là-bas? Ouais. oui, alors c'est drôle parce que si vous voulez, en même temps, bah, c'est un pays violent, hein, il y a l'histoire de la drogue, il y a, si vous voulez, les gens qui meurent, par arme à feu, il y en a un paquet au Brésil. Mais est-ce que c'est pas à cause, finalement, dans la polarité de ces pierres, de cette pulsion? Je sais pas, hein, ça a été une interrogation, et puis à côté de ça, vous avez des choses, superbes. Par exemple, mon 1er livre, hein, Nous sommes tous immortels, a été préfacé au Brésil, par 2 personnalités. Ça a été aussi, j'ai dit: «Voilà, je sais pas ce que j'ai fait au bon Dieu», mais l'ancienne ambassadrice en Inde, du Brésil, qui s'appelle Yeda Assomption, et puis le professeur Pierre Veille. Pierre a été il a un doctorat en psychologie de l'université de Strasbourg. Mmh. C'est un Alsacien qui est parti à la fin des années 60 au Brésil, et il a été le premier professeur de psychologie transpersonnelle à l'université de Bello. Mais à la fin des années 80, je me rappelle plus trop maintenant, vers 86-88, il est devenu le recteur de la 3e université holistique mondiale, à peu près 50 kilomètres au sud de Brasilia. Et donc, je l'ai rencontré à l'université, mais il y a 80 hectares, hein. Et donc, quelque part, tout ce dont je parle est enseigné au niveau universitaire. Il a un panel d'enseignants brésiliens et étrangers qui sont exceptionnels. Vous êtes On en train de me dire qu'on est très en retard en France, hein? Ouais. Alors, si vous voulez, je sais pas, hein, si c'est Ou réfractaire? le cartésianisme. Vous savez, j'ai vécu 12 ans aux États-Unis, et donc c'est vrai que l'approche américaine, euh, excusez-moi, mais je ne crois pas qu'ils sont plus stupides Mmh. ou plus croyants que nous, mais simplement un scientifique américain va me dire: show me, Ouais. explain me, Mmh. montre-moi, Mmh. explique-moi. Ouais. Et s'il dit: «Oh», et j'ai dit: «Non, non, non, mais laissez-moi démontrer, premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, et cetera, et cetera. Ce qui a été démontré, je l'explique, et puis ce qui n'existe pas, ou ce qui reste encore empirique, eh bien, la seule manière de penser qu'il y a une piste qui peut être vérifiable, c'est à travers les résultats». Mmh, Et c'est je vrai. comprends bien que lorsqu'on travaille sur les corps d'énergie, on est dans l'empirisme, puisque nous ne possédons pas la technologie actuelle qui permet d'objectiver un objet ou une particule relativiste qui se déplace à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Alors pourquoi je dis ça? Parce que il y a 2 universités au monde qui travaillent sur les corps d'énergie, c'est Stanford, et c'est quand même pas n'importe quelle université américaine, et puis les Russes à Novosibirsk. Alors là encore, ça a été une rencontre. Ah bah, ça, j'en doute pas, parce que les Russes utilisent énormément de machines quantiques, justement, hein, et c'est eux Mais qui complètement, viennent de mais plus en plus en complètement. France. Peu de gens le savent, mais la psychologie transpersonnelle, c'est-à-dire transpersonnelle veut dire ce qui est au-delà du Oui, oui, personnel. il y avait un livre très connu, Transurfing, je crois, Et ben, c'est surtout l'un des fondateurs ou l'un des pères fondateurs, c'est le psychiatre Stanislav voilà, Grof. c'est ça. Ah oui, oui, en plus, oui, oui, qui était, Mais Grof, si vous voulez, a travaillé à la fin des années 50 dans les services du professeur Lozanov en Tchécoslovaquie. Mais à l'époque, les Russes, dès la fin des années 40, ont accordé des crédits militaires extrêmement importants sur la recherche parapsychique. Et donc, ils ont compartimenté les centres de recherche. Par exemple, il y avait un centre sur la recherche spatiale, il y avait un centre sur la recherche bactériologique. Mais Novosibirsk, en Sibérie,
où j'ai été invité en 1995 par l'académicien professeur Blail Khaznacheyev, eh bien, eux, c'était la cité de l'esprit. Une ville de 2 millions d'habitants était ceinturée à 40 kilomètres, à moins d'avoir un permis pour entrer et sortir. Donc, les phénomènes du revécu intra-utérin, les phénomènes de sortie astrale, les phénomènes de télépathie, qu'en Russie ou en Union soviétique à l'époque, on parlait pas de télépathie, mais on parlait des champs de Kozyrev. Donc, je dis aux gens, étudiez les travaux de l'astrophysicien russe Kozyrev et vous comprendrez mieux le phénomène télépathique, etc., etc. Donc, si vous voulez, les soviétiques de l'époque faisaient participer leurs recherches avec les pays frères, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, la Pologne, etc., etc. Et donc, Grof a été invité en 1967 à l'hôpital John Hopkins à Baltimore, dans le Maryland, et en fait, il a embarqué les études soviétiques de l'époque, et il n'est jamais revenu. Il est resté aux États-Unis. Mais il allait rencontrer un certain nombre de chercheurs américains qui, eux, commençaient aussi à se poser des questions sur qui sommes-nous réellement. Donc, la psychologie transpersonnelle est née à la fin des années 60, mais très rapidement, les pères fondateurs, ou les mères, parce qu'il y a aussi eu la première femme de Stan Grof, parce qu'elle était mariée 3 fois, c'est très américain, c'était Joan Halifax. Mais Joan Halifax, c'était une anthropologue qui s'était intéressée au chamanisme des peuples racisés. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, elle a influencé la pensée de son mari, qui lui était déjà dans la recherche, entre guillemets, paranormale ou parapsychique. Oui, au départ avec le LSD, puis ensuite avec la respiration holotropique. Exactement. Donc, il y a la respiration holotropique. Vous devez avoir un carnet d'adresses absolument hallucinant, Patrick. Holotropique provient de deux racines grecques, holo et trépéine. Donc, holo, ça veut dire global, et puis trépéine veut dire aller vers. Donc, holotropique veut dire aller vers la globalité. Voilà. C'est incroyable. Alors, puisqu'on parle de aller vers des champs auriques, etc., je crois que vous, et vous l'expliquez beaucoup dans votre ouvrage, vous lisez les structures énergétiques. Alors, je ne sais pas si c'est les bons mots, mais vous êtes capable de voir en fait les corps auriques. C'est ce que vous enseignez, c'est ce que vous transmettez. En tout cas, vous animez des formations, je crois, pour accompagner les gens à avoir cette lecture. Est-ce que vous continuez sur cette partie? Est-ce que vous travaillez à distance avec des gens, par exemple comme moi, non pas dans le cadre d'une interview? Je travaille très peu. Je fais principalement de la recherche. Je fais encore de la formation. D'accord. Que j'avais une formation de 2 ans, c'était à peu près 400 heures, sur les sciences de la conscience et ensuite les thérapies vibratoires. Et puis, il y a une dizaine d'années maintenant, je me suis senti aussi emprisonné par tout ça. Et donc, on a décidé avec ma femme d'arrêter. Alors, c'est vrai que ça a été une décision qui était importante, mais on a dit c'est un peu bête parce qu'on a acquis une expérience, on a acquis une connaissance, et donc on a conservé une formation d'1 semaine sur les sciences de la conscience, c'est-à-dire qu'on part, si vous voulez, sur l'expansion de la conscience, les structures neuronales, et puis, si vous voulez, peu à peu, le retour en arrière dans le temps, l'enfance, la vie intra-utérine, le phénomène des vies antérieures qui, on pourrait en parler pendant des heures, parce que je crois que j'ai dû faire à peu près 12 000 séances de régression temporelle. Alors, même encore aujourd'hui, il me reste des questions en arrière-plan. Alors, moi, j'en ai plein là-dessus. Permettez-moi de vous couper parce que… Écoutez, sincèrement et en toute humilité, je crois que je me suis posé tellement de questions
sur le phénomène que quand les gens me posent des questions, que ce soit des journalistes, que ce soit des gens ou des scientifiques ou des ce que vous voulez, Ouais, je crois qu'à un moment donné ou à un autre, je me les suis posés, quoi. ouais. J'ai fait une crise de conscience il y a longtemps, hein, dans les années du début. Je disais j'arrête tout parce que je fais délirer les gens et en plus ils me payent pour ça. J'adore. Mais si vous voulez, c'était aussi salvateur. Mmh. J'ai besoin de comprendre parce que il y a aussi, et ça, c'est aussi les mouvements psychanalytiques américains. Un certain nombre de psy américains ont bloqué la personne lorsqu'elle commençait à parler de choses qui n'existaient pas dans le présent, c'est-à-dire dans l'enfance ou éventuellement la vie intra-utérine, mais un certain nombre d'autres de la communauté psychanalytique ou psychiatrique ou psychologique, eh bien, on lâchait la bride. Et donc, ils se sont rendus compte que des gens qui avaient fait tout un parcours, que ce soit médical ou psychanalytique, qui avaient compris des choses sur des aspects de leur vie ou des problématiques, qu'elles soient physiques ou émotionnelles, eh bien, restaient. Il y avait les gens disaient, il y a des choses que j'ai comprises sur ma manière de fonctionner, mais en arrière-plan, la problématique, elle est Elle toujours est là. là. Ouais. Mais quand ces personnes basculaient vers un passé dit antérieur, sur une ou quelques séances rapidement, eh bien, il y avait vraiment un phénomène qu'on appelle le phénomène de guérison-rémission. Alors, je le dis et je le répète, et je l'ai répété je ne sais combien de fois, toutes ces techniques ne se substituent pas à la médecine conventionnelle. La D'accord. médecine conventionnelle, parce que même pour les gens qui sont à l'extrême en disant je veux pas entendre parler de ça, moi je Oui, prends oui, pas oui. de médicaments, je me ferai jamais opérer, Vous êtes etc. pour le mariage de toutes les médecines? Ouais, Non, ouais. si vous voulez, il y a des tas de gens qui sont toujours vivants aujourd'hui grâce à la Oui, bien médecine sûr, bien moderne. sûr. Mmh. Donc, on ne peut pas parler de médecine alternative, on va parler de médecine Ouais, complémentaire. ouais, ouais, complètement. Non, non, ma question, elle était plus sur, il y a 2 questions que je me pose vraiment par rapport à je crois aux vies antérieures, ça c'est il y a pas de débat là-dessus. J'ai expérimenté également des voyages, dans des vies antérieures et pour autant, je me pose la question puisqu'on porte dans nos cellules, voilà, les mémoires de nos ancêtres et puis, aujourd'hui, on parle plus d'ailleurs de multivers, hein, que qu'on est à la fois ici et puis dans sur d'autres lignes, d'autres univers. Est-ce qu'on peut pas tout régler dans cette vie-là sans forcément aller fouiller dans ces outils-là enfin, de votre point de vue? Non, on peut pas. D'accord. Et donc, ça rejoint un petit peu ce que vous expliquez dans le livre, que certains médecins, sur des traitements où on n'arrive pas, hein, quelle que soit la méthode, conventionnelle, préventive, etc., si on va pas travailler sur un corps aurique qui est en lien avec une mémoire, on règle pas le problème. Vous savez, Ambre, hein, nous sommes des gigantesques systèmes informationnels complexes. C'est-à-dire que ça, hein, c'est quelque chose qui pense, hein, qui réfléchit, qui mémorise. Et si vous voulez, il y a une intelligence non seulement cellulaire, et c'est vrai, mais il y a aussi une intelligence corporelle, hein. Et puis, il y a aussi, si vous voulez, l'intelligence des corps d'énergie. Alors ça aussi, il m'a fallu quelques années pour le comprendre, mais j'ai repris la classification de l'école de Yogananda parce que j'ai fait 20. Si vous voulez, en fait, moi, j'ai fonctionné comme un étudiant. C'est-à-dire, je me suis dit, qui enseigne, qui a la connaissance, hein, est-ce que ça tient debout, est-ce qu'il y a une antériorité, hein, si quelqu'un me dit, oh, ben, il y a un guide qui m'a dit ceci, cela, c'est tout à fait respectable. Mais quand quelqu'un me parle de la tradition védique, hein, qui est vieille de 5000 ans, et même plus que ça, de 7000 ans, puisqu'on remonte au 5e millénaire, et donc les pères fondateurs ont été les 7 réalisés de l'Inde, qu'on appelle donc les rishis. Et donc, pour la petite histoire, où se trouvent les rishis lorsqu'ils sont repartis vers les étoiles dans la constellation de la petite ours. Et c'est la raison pour laquelle, dans les traditions védiques originelles, la constellation de la petite ours, elle tient une place particulière dans certains rituels dits stellaires, vous voyez, etc., Ouais, etc. tout se rejoint, hein, tout le temps, hein, c'est incroyable, hein. Donc, si vous voulez, il y a eu
j'ai compris en fait que même nos corps d'énergie, eh bien, ce sont des intelligences. Une pathologie, c'est une intelligence. Lorsque je dis, par exemple, euh, euh, je sais pas moi, polyarthrite, raconte-moi, qu'est-ce qui t'a généré, qu'est-ce qui t'a donné vie? Et donc, je reviens à l'histoire du chamanisme originel. Parce que finalement, le livre sur la révolution de la médecine vibratoire, elle commence il y a des milliers d'années, Mmh. avec la médecine chamanique. Alors, permettez-moi d'expliquer quelques instants Avec plaisir. réellement le Mmh. chamanisme. En fait, il y a trois, si vous voulez, trois personnages, on va dire. Le premier, ce sont des rebouteux ou des rebouteuses. Ils vont soigner les fractures, ils vont travailler, si vous voulez, sur des blessures, des engelures. Bref, si vous voulez, c'est un peu, voilà, ils disent, hein, c'est voilà un peu les rebouteux. Ensuite, il va y avoir la femme et l'homme médecine, medicine man, medicine woman. Alors eux vont utiliser des rituels, ils vont utiliser des prières, ils vont utiliser des frappes de tambour qui sont très particulières. Si vous voulez, il y a des frappes rapides qui sont des frappes de descente dans le monde souterrain. Il y a des frappes un peu moins rapides qui sont des frappes d'appel des esprits tutélaires, etc., etc. Et donc, si vous voulez, mais le véritable chaman, c'est le voyageur des trois mondes. C'est quelqu'un qui va se décorporer, qui va aller dans le monde souterrain, qui va aller dans le monde d'en haut, Ouais. si vous voulez, rencontrer des esprits gardiens, des esprits sublimés. Mais dans le cas d'une maladie, que va faire le chaman ou la chamane? Elle va aller dans le monde des plantes. Et donc, elle va dialoguer avec l'esprit d'une plante. C'est ce que Black Elk, il explique, c'est ce que Serre Boiteux expliquait il y a 40 ans. Et donc, il ou elle va dialoguer avec l'intelligence d'une plante et va demander à l'intelligence de cette plante de dialoguer avec l'intelligence de la maladie. Donc, quand Black Elk ou Lemdir ou d'autres expliquaient ça, euh, si vous voulez, je me dis, mais bon sang, mais ça, c'est de la logique quantique, c'est de la mécanique quantique. C'est-à-dire qu'il y a un réseau d'énergie qui va dialoguer avec un autre réseau d'énergie dans le but d'éradiquer l'intelligence de la pathologie. Vous voyez. Tout à fait. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu commencer par les rituels Navajo. Parce que je suis allé en territoire Navajo. Je suis allé dans les Hogan. Je suis allé en territoire Hopi. J'ai rencontré, qui se rappelle aujourd'hui, Robert Boissière. Robert Boissière, c'est pratiquement le seul occidental qui est entré dans un clan chamanique Hopi. Les Hopi, c'est une structure fermée, c'est un peuple fermé. Ils vivent sur trois plateaux qu'on appelle les Mesas. Et donc, sur les Robert Boissière, c'est un Français. Il est arrivé en 1947 et au bout de 20-25 ans, il est entré dans les cercles cérémoniels. Et donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer Robert Boissière à la fin de sa vie. C'était déjà un homme malade, voyez. Mais Robert Boissière, si vous voulez, il expliquait en fait que toutes les cérémonies Hopi proviennent des étoiles, que l'être humain, c'est un système stellaire lumineux densifié. Mais je me dis, mais on a oublié, On est des poussières on a d'étoiles, hein, oublié tout ça. bien sûr. Alors j'ai oublié, ah si, je crois que c'est François Cluzet. Je suis tombée dessus, voilà, on va dire par hasard, même si je crois pas au hasard, cette semaine sur Facebook, sur une petite story qu'on avait extrait d'une interview de cet homme-là qui expliquait, il dit, mais c'est incroyable, il racontait une anecdote réelle où un homme, en fait, s'était fait piquer par des méduses sur tout le corps, il était complètement anesthésié. Et d'un seul coup, il a demandé de l'aide. Aidez-moi, aidez-moi. Les méduses se sont écartées d'un seul coup.
Il était le corps entièrement anesthésié et ce sont les dauphins qui sont venus en fait à son secours. Il dit mais c'est incroyable comme on n'a pas conscience de notre puissance et puis de notre alliance quelque part avec parler des plantes mais de tout finalement et ce qui rejoint effectivement la logique quantique comme vous dites quoi. Vous vous rappelez le terme tout à l'heure, nous vivons dans un univers élégant. C'est ça. Je crois que là, je mettrais le mot majestueux ou peut-être plus fort que élégant, mais ouais, tout à fait, super. Mais c'est un univers extraordinairement vivant. Alors je le dis aussi, je l'ai dit, si vous voulez, dans des cours, parce que bon, j'ai aussi donné des cours à la Sorbonne Université à la fin des années 80, à l'Amphi Richelieu. Donc je disais, l'intelligence se cache sous des formes que nous ne pouvons pas imaginer. Par exemple, pour les étudiants, je dis si vous avez par exemple une thèse à préparer ou si vous voulez écrire un livre, le livre s'écrit déjà dans son univers. Votre thèse s'écrit déjà dans son univers. Si vous arrivez à contacter l'intelligence de votre livre ou l'intelligence de votre thèse ou l'intelligence de votre projet, eh bien, vous allez magnifier tout ce qui se passe. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai pas uniquement travaillé en guérison, j'ai aussi fait l'accompagnement de projets. Donc, le projet le plus important qui a été réalisé par un industriel belge, eh bien, c'est un projet de 380 millions d'euros, qui est un centre commercial et un hôtel au Vietnam. Donc, le projet, il était inscrit dans la structure vibratoire de cet industriel. Et donc, si vous voulez, on peut voir si le projet, il est bon ou pas bon. On peut voir s'il va se réaliser ou pas. À un moment donné, parce que ça a duré 18 mois, cette histoire, je lui dis, le projet, il avance pas, il est bloqué. Et je crois qu'il y a quelqu'un avec une moustache. Il me dit, je sais de quoi vous parlez. Il y a du loup derrière tout ça. Mais si vous voulez, on peut remettre en route des projets. Vous avez un projet d'achat de maison, vous avez un projet de vente de maison. Il y a plein de choses, hein, si vous voulez, qui existent dans nos corps d'énergie. Nous sommes des magiciens aveugles. Ouais, mais complètement, je suis complètement d'accord avec vous, c'est incroyable, quoi. Bon, je pourrais parler avec vous pendant des heures, Patrick, parce que vous êtes une Bible. Alors, je vais pas vous prendre trop de temps, mais j'aimerais que, pour conclure, que vous reveniez un petit peu à la distinction que vous faites entre ces trois étapes. Vous parlez d'ère de la première médecine, hein, qui traite les symptômes, etc., la médecine traditionnelle chinoise, et bien d'autres qui nous ont amenés à une médecine plutôt préventive. Et puis aujourd'hui, vous parlez de cette nouvelle ère, cette révolution qui demande quand même je pense quand même de la conviction, mais je voudrais pas déformer vos propos, hein. Oui, en parlant des trois aires médicales, là, je me suis inspiré d'un congrès de physique qui a eu lieu, je crois, en 1981. Et c'est le physicien américain John Wheeler qui a parlé des trois aires de la physique. Et donc, il a parlé du premier type de physique ou du premier type de scientifique. C'est la science conventionnelle, donc qui va s'articuler sur les recherches universitaires, ce qui a été démontré. Et donc, je le répète, la science qui est née au XVIIe siècle va s'articuler sur trois piliers, ce qui est vérifiable, quantifiable et répétitif. Maintenant, il va y avoir un deuxième type de science, si vous voulez. Le premier type, ce sont donc les scientifiques qui suivent ce qu'ils ont appris à l'université. Un ingénieur va utiliser ce qu'il a appris dans son école. Et puis le deuxième type, ce sont donc, par exemple, dans le cas de John Wheeler, des physiciens qui vont apporter de l'eau au moulin de la science. Donc, ça va être les Heisenberg, ça va être les Schrödinger, ça va être Max Planck, ça va être Dirac, ça va être Max Born, etc., etc. Et puis le troisième type, et qui est vraiment le premier type, ce sont les gens qui vont amener quelque chose de fondamentalement nouveau. C'est un nouveau rameau qui va naître. C'est Newton, en fait, au XVIIe siècle,
Et puis, bien sûr, Einstein. Donc, si vous voulez, c'est pas un raffinement des découvertes précédentes, c'est une logique et c'est une science fondamentalement nouvelle. Mais je le dirai jamais assez, la logique probabiliste quantique, elle s'articule quand même sur un formalisme mathématique très important. Hein, en dernière année de licence, quand vous commencez à apprendre, enfin à l'époque, les aspects de la mécanique quantique, vous faites que du calcul et vous comprenez pas à quoi ça sert. Et puis un jour, vous commencez à avoir quelques lueurs. Et donc, si vous voulez, par rapport à l'analogie des trois aires de la science, je parle des trois aires médicales. Et donc, la première ère, c'est la médecine conventionnelle. Elle est née avec la science du XVIIe siècle. Hein. C'est une science, si vous voulez, qui va travailler sur le corps, qui va permettre à ce corps de se sortir de douleurs, de maladies, de pathologies, mais c'est une science qui est principalement centrée sur le corps. Donc, je le dis et je le répète, c'est aussi une médecine qui a permis à des tas de gens de continuer à vivre. La mortalité infantile, par exemple, elle était phénoménale. Bien sûr. Alors qu'aujourd'hui, écoutez, elle a fortement réduit, sauf bien sûr et malheureusement dans certaines parties reculées du monde. Mais le deuxième type de médecine, c'est la médecine du corps-esprit. C'est-à-dire que dans les années 60, on a commencé à prendre en compte une donnée qui n'avait pas été prise en compte auparavant, qui est, si vous voulez, on pourrait presque parler d'épigénétique qui allait naître 50 ans plus tard, mais c'est la manière dont une personne pense, c'est la Oui, manière dont une personne ça. vit, c'est la manière dont une personne se comporte, c'est la manière dont une personne va gérer, par exemple, sa maladie ou sa pathologie ou sa misère émotionnelle. Et le Donc, regard qu'elle va porter, sur sa vie, en fait, hein. mais oui, et donc il y en a deux qui ont été très importants dans les années 60. Ce sont les Simonton, c'est un couple américain. Lui, c'est un oncologue, un cancérologue, et elle, c'est une psychologue. Donc ils ont utilisé, si vous voulez, des techniques d'imagerie guidée pour permettre à leurs patients, à leurs malades, de mieux gérer leur maladie et éventuellement de guérir dans certains cas. Et puis, eh bien, il y a cette médecine dite vibratoire. Donc, c'est pas un raffinement des deux médecines précédentes, c'est quelque chose de complètement différent, puisqu'on va prendre en compte l'existence de corps d'énergie. Mais je comprends bien et je le conçois fondamentalement, ces corps n'ont pas été démontrés, enfin l'existence de ces corps, pour la simple raison que ça n'a pas été démontré. Nous n'avons pas la technologie actuelle pour objectiver quelque chose qui se déplacerait à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Bien sûr. Quelque chose que je n'ai pas dit précédemment. Si vous voulez, à Stanford, William Tiller, qui est un thermodynamicien et qui est le patron du département de thermodynamique, avec ses étudiants en postdoc, eh bien, il travaille sur l'existence de ce corps d'énergie. Alors, vous en parlez dans votre livre, hein, moi ça m'a Oui, fascinée cette partie-là. mais oui, ils l'ont appelé le corps tachyonique. Donc, si vous voulez, les tachyons, c'est une particule hypothétique qui se déplacerait à une vitesse supérieure à celle de la lumière. C'est-à-dire que ces corps d'énergie seraient faits de tachyons. Et c'est la raison pour laquelle Tiller et ceux qui travaillent là-dessus l'ont appelé le corps tachyonique. Mais si vous voulez, quand les anciens parlent de corps de lumière, à un moment donné, je me suis dit, mais ils ont fondamentalement raison. La lumière, et on le sait à travers nos fibres optiques, elle contient et elle véhicule de l'information. Donc, ces corps de lumière contiennent de l'information. Et donc, nous sommes en fait des bibliothèques vivantes. Techniquement, plus vous montez la main, qui est un détecteur à travers les corpuscules de Pacini, parce qu'il y a un encart couleur à la fin du livre, eh bien, ça vous permet de détecter non seulement des variations d'énergie, mais tout à coup, vous avez des impressions, des images.
C'est-à-dire que c'est l'histoire d'une personne qui surgit à la conscience. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'à un moment donné, dans les parties supérieures du corps éthérique, qui lui est concerné uniquement par la vie présente, depuis le mois fœtal jusqu'à maintenant, eh bien, tout à coup, vous avez une image du Moyen-Âge. Et vous savez que la problématique de la personne, ou le comportement de la personne, ou les attaques de panique de la personne peuvent être soit un réseau transgénérationnel, ou soit un réseau karmique. Ok. Waouh, impressionnant. Alors, je vais peut-être être complètement à côté de la plaque, mais alors les gens qui lisent dans les annales akashiques, ils vont lire grâce à ces corps d'énergie ou ils vont se relier autrement? Alors, écoutez, à mon avis, c'est un autre type de travail. Hein. C'est-à-dire que, si vous voulez, là encore, vous connaissez là vous me branchez encore sur. Je suis désolée. Non. Mais vous connaissez l'existence, bien sûr, des 7 chakras. Ouais. Ces 7 chakras, ils ont tous des fonctions. Mais ce qui permet d'activer les chakras, ce sont ce qu'en sanskrit on appelle les devas formateurs. Et les devas formateurs, on les appelle les tattvas en sanskrit. Et donc, il y a 5 tattvas, alors qu'il y a 7 chakras. Ce que la science védique explique, c'est qu'il n'y a que 5 chakras d'actifs à travers le premier tattwa qui s'appelle Prithvi, premier chakra, le deuxième, bon, moi je ne vais pas rentrer dans les noms, Oui, bien sûr. Apas, Tejas, Vayu, et le cinquième qui est Akasha Tattva. Voyez, c'est-à-dire que nos annales akashiques symboliquement se trouvent dans notre Au niveau de corps. la gorge, d'accord. Bien sûr. Donc, le symbole, parce que chaque tattwa a un symbole, Oui. le symbole, si vous voulez, de Akasha Tattva, c'est un cercle de lumière bleu nuit. Et c'est la raison pour laquelle, depuis les années du début, eh bien, je projette les gens à travers un cercle de lumière bleu nuit, c'est-à-dire à travers leurs propres annales akashiques. Mais parce que vous le saviez ou parce que en conscientisant ça, ça a été le protocole que vous avez créé pour pouvoir. C'est une histoire que j'ai racontée dans Nous sommes immortels. En fait, j'ai revécu une vie, si vous voulez, une vie de druidesse, en fait, au 2e ou 3e millénaire Ça avant. m'étonne pas. Hein. Et donc, j'ai eu une rencontre avec un guide qui s'est matérialisé. Mais elle a eu une initiation au Govanka. Donc, j'ai vécu cette initiation parce que j'ai le corps qui a commencé, si vous voulez, à bouger comme si j'avais un marteau-piqueur. C'est-à-dire que la charge d'énergie, si vous voulez, qui se produisait était vraiment colossale. Mais à un moment donné, Gregory Paxson, dont je parle, qui est un psychanalyste de Chicago, je lui dis, et ben, il dit, est-ce que vous pouvez transmettre quelque chose à Patrick? Et il dit, le cercle de lumière bleu nuit. Et donc, j'ai commencé à utiliser le cercle de lumière bleu nuit pour projeter les gens dans le tunnel temporel, mais 2 ans plus tard, lors de la continuité de mes études dans la science védique, Vous avez vu la pièce du puzzle de bon endroit. Voilà. Wow. Maintenant, le 6e tattwa, il est blanc camphre et il est seulement en train de descendre les plans de conscience. C'est-à-dire que notre 3e œil n'est pas activé. Parce que si ce tattwa qui s'appelle Maha Tattwa et en sanskrit, ça veut dire le grand tattwa, eh bien, activait le 6e chakra, on serait tous clairvoyants, évidemment. Donc, vous voulez, il y a des techniques qui permettent de contacter l'énergie de ce tattwa blanc camphre. C'est magnifique. Merci Patrick. Un petit mot pour la fin. Ah, si vous voulez. À ce livre, parce que je sais qu'on pourrait rester des heures et des nuits. Voilà. Livre, et puis aussi, si vous voulez, parler, voilà. Et oui, vous parlez beaucoup du pouvoir des pierres. Naturel, qui est magnifique, magnifique. Et pour moi, ce sont des intelligences. Voyez. Donc, si vous voulez, actuellement, un secret universel est en train d'émerger. C'est un secret qui relie toutes choses
du plus petit atome jusqu'à l'étoile, du squelette de la femme, du squelette de l'homme, à la destinée de l'univers. Et je crois vraiment que nous avons tous une fonction jusqu'au moment de notre mort, lorsque nous redevenons un avec l'harmonie première de l'univers, non seulement avec l'harmonie de l'univers, mais avec l'univers lui-même. Et par-delà, et je l'ai dit, au-delà de toutes nos guerres, au-delà de toutes nos folies, au-delà de toutes nos restrictions, de tous nos malheurs, ce concept d'unité est l'un des plus grands secrets de la médecine quanto-vibratoire du futur en émergence dès aujourd'hui, maintenant, tout de suite, au temps présent. Lorsque nous rassemblons les parties séparées de nous-mêmes, lorsque nous nous unissons à la destinée évolutive de l'univers, alors nous redevenons ou nous devenons ce que les grands alchimistes de l'histoire ont professé, nous transmutons et nous devenons l'univers lui-même. Nous devenons la plus belle des étoiles parce que nous sommes des étoiles, parce que nous avons la nostalgie des étoiles. Nous repartirons vers les étoiles un jour. Merci Patrick, merci chère étoile. Vous m'avez fait un énorme honneur en acceptant mon interview et je vous souhaite énormément de succès avec ce livre. Je vous souhaite encore plein de curiosités comme il y en a peu à mon avis et merci de transmettre autant et de nous permettre de grandir et de prendre conscience de cette puissance que nous incarnons et qui nous relie. Merci infiniment. Je vous Merci souhaite à toutes, merci à plein tous. de belles aventures encore. Au plaisir.